Bonsoir tout le monde, je m'appelle Pierre Lebel, je suis l'agent d'éducation pour la région des Capitales-Nationales. Vous voyez à mes côtés Lisa Greenspoon qui sera la présentatrice de ce soir, que je vous présente un petit peu plus tard. Je vois que vous êtes 33 sur les 80 quelques qui sont inscrits, mais il est quand même 18h30, alors je pense qu'on va commencer tranquillement. On va commencer par des explications techniques, fait que ça va permettre aux gens de se connecter. Bienvenue, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur l'utilisation du congé spécial code 699. Vous voyez sur le deuxième écran ma collègue Lisa Greenspoon qui va faire l'essentiel de la présentation. Donc, le programme, c'est simple. C'est après cette partie-là. Alors, c'est Lisa qui va faire la présentation. Qu'est-ce que le congé spécial? Comment vous pouvez accéder à ce congé spécial si vous êtes un employé du Conseil du Trésor ou d'une agence? Quel est le processus de grief dans lequel on est engagé avec l'employeur et quelle est la bataille légale menée par le syndicat? On va vous donner des conseils aussi que faire si on vous refuse l'autorisation d'un congé 699. On va parler de 2 scénarios. Ça va vous permettre aussi de voir peut-être des scénarios, des choses qui ressemblent à votre situation personnelle. Puis, à la fin, on va passer à la période de questions. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous invite donc si vous avez des questions, si vous avez un crayon et un papier, vous pouvez les écrire. Puis, l'idéal, c'est de nous les écrire. L'avantage qu'on a, si vous les écrivez, on garde copie des questions, puis on a une copie de votre courriel. Donc, on pourra faire un suivi avec vous s'il y avait des questions supplémentaires. Quand on va choisir les questions à la période de questions, on va essayer de rester général pour les questions qui s'adressent à le plus grand nombre de personnes. Donc, si on n'arrive pas à votre question, ne vous inquiétez pas, on fera un suivi avec vous après la présentation au cours des prochains jours. Voilà, fait que je vous présente Lisa, ma collègue Lisa Greenspoon, qui est à la liste de griefs et d'arbitrage à la FPC. Puis à partir de maintenant, c'est Lisa qui va faire la présentation. À toi, Lisa. Bonsoir tout le monde. Bon, vous m'entendez, j'espère. On t'entend très bien. Excellent. Alors, bienvenue à notre webinaire. J'espère que ça va être une présentation informative pour vous. Puis, j'espère que vous allez pouvoir poser vos questions à la fin. Si à la fin, on manque du temps pour répondre à toutes les questions, vous pouvez faire un suivi directement avec moi si vous avez un cas particulier. Je vais essayer de vous répondre par écrit, mais on va aborder ce sujet à la fin. Parfait. Alors, Lisa, juste avant que tu te lances, OK. on va on va demander, parce que ce soir, on devrait avoir des gens des Maritimes, du Québec, puis de la région. J'ai préparé une petite question. Ça va permettre aux gens, parce que ce qu'on va faire, on va vous poser des questions à l'intérieur même de GoToWebinar. Vous allez pouvoir, fait qu'on va commencer avec une question simple. Vous allez pouvoir voter dessus. Alors, donc, je lance la question. Vous allez voir ça sur votre écran. Alors, vous voyez sur votre écran, alors on vous demande de quelle région vous êtes. Alors, est-ce que vous êtes de la région de la Capitale-Nationale, du Québec, de l'Atlantique, de l'Ontario ou d'une autre région? La façon de voter, c'est simple, vous cliquez sur la réponse, puis c'est pas plus compliqué que ça. Là, je vois que ça fonctionne très bien. Il y a déjà 65% d'entre vous qui avez voté. Alors, quand on atteint 85-90%, on va mettre fin au. Alors, donc, si pour toutes sortes de raisons, vous n'êtes pas capable, ou si vous êtes au téléphone, c'est malheureux, vous ne pourrez pas voter. Ou vous pouvez écrire votre réponse dans le chat si vous voulez aussi. Ça va nous donner une idée. Mais pour l'instant, donc, ça va bien. On est à 85%. Donc, alors, on va aller voir, on va fermer le sondage, puis je vais partager les résultats avec toi, Lisa. Alors, donc, une grande majorité viennent du Québec. Bien, bonsoir aux gens du Québec. On vous l'a pas dit au départ, mais on est à Ottawa et à Gatineau. Alors, 15% de la région de la Capitale-Nationale et 6% de l'Ontario. Alors, voici la composition des gens. Puis je suis désolé de t'avoir coupé, Lisa, mais je te recède la parole. Il n'y a pas de trouble. Merci. Là, je vois encore. OK, bon. Excellent. Alors, qu'est-ce que c'est un congé spécial 699? Alors, vous n'avez pas mention dans votre convention collective d'un congé 699. Le congé 699 est qu'un code créé par l'employeur pour pouvoir gérer ce type de congé qui fait partie de la convention collective. Alors, chaque convention collective a un article qui s'appelle congé payé ou non payé pour d'autres motifs. Moi, j'ai copié l'article de la convention collective PA. Alors, c'est l'article 53. Et le langage de cet article est
l'employeur peut, à sa discrétion, accorder A, un congé payé lors des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé, l'empêchent de se rendre au travail. Ce congé n'est pas refusé sans motif raisonnable. Alors voilà comment on peut accéder au congé 699. C'est en demandant un congé sous l'article 53 pour la convention collective PA ou l'équivalent dans les autres conventions collectives, congé payé ou non payé pour d'autres motifs. Alors, on remplit un formulaire de congé relatif à une demande de congé payé pour d'autres motifs et là, l'employeur attribue le code de congé 699. Ce type de congé a souvent été demandé par des employés dans des cas de conditions météorologiques défavorables où l'employé n'a pas pu se rendre au travail à cause d'une tempête de neige sévère ou des conditions routières très dangereuses. Ce sont les exemples de l'utilisation de ce congé les plus communs. Puis si on regarde la jurisprudence qui sort de la Commission des relations du travail dans la fonction publique, on voit que la majorité de ces décisions traitent de ce type de congé pour des conditions météorologiques défavorables. C'est important de comprendre que le congé 699 est un congé discrétionnaire. Si vous regardez le langage dans l'article, c'est écrit « L'employeur peut, à sa discrétion », ça veut dire que l'employeur n'a pas l'obligation de l'accorder, mais leur décision de l'accorder ou pas doit être faite de manière raisonnable et de bonne foi. L'employeur doit considérer chaque demande au cas par cas et peut accorder la demande après avoir considéré les options suivantes. Le travail à distance ou autres tâches, des heures de travail flexibles, mais en lien avec la convention collective. Alors non, l'employeur ne peut pas proposer que vous travaillez à 10 heures le soir ou à 9 heures samedi matin si vous êtes un employé qui travaille le jour de lundi au vendredi. Et si l'employeur peut vous demander d'utiliser des autres congés prévus dans la convention collective avant de pouvoir accéder au congé 699. Alors, ce sont je dirais, les options qui peuvent être proposées par l'employeur avant de considérer votre demande de congé 699. Alors là, on va regarder la politique de l'employeur. L'employeur nous a émis un document foire aux questions. Oh, est-ce qu'on a un sondage avant? OK, peut-être avant qu'on passe à la politique de l'employeur, on a une autre question, un sondage. Oui, Alors, depuis le début de la pandémie, avez-vous demandé un congé spécial code 699? alors c'est le même principe que tout à l'heure. Vous dites oui ou non si vous l'avez déjà demandé. Puis, on a une question supplémentaire qui va venir après. Là. Donc, je vois que vous êtes très rapide sur le clic, alors ça va très bien. Alors, ça permet à Lisa de pouvoir moduler sa présentation sur ses présentations. Donc, j'ai 90% des gens ont voté. Je vous donne encore une dizaine de secondes. Alors, voilà, on va regarder les résultats. Je partage avec vous. Donc, Lisa, c'est 53% qui ont déjà présenté une demande de congé, puis 48 qui ne l'ont pas fait. Donc, c'est presque moitié-moitié. Ouais, moitié-moitié. OK. Parfait. On va aller avec la question suivante, qui est une question subsidiaire là, qui va vous demander. Alors, masquer, j'arrive tout de suite avec la prochaine. Alors, là, c'est pour ceux et celles qui ont répondu oui à la première. Donc, maintenant, ça vous dit, ben, si vous avez répondu oui, est-ce que votre requête a été approuvée ou refusée? Même chose, là, vous nous dites, ça va nous permettre aussi de savoir. Alors, pendant ce temps-là, voilà. Parfait, vous êtes déjà à 50%. Là, c'est normal que pas tout le monde va voter parce que vous n'avez pas demandé de congé. Alors, on vous donne encore 5 secondes pour y répondre.
Alors, c'est très intéressant. Tu vas voir, Lisa, Ça me comme lève l'esprit de voir que tant de personnes ont été approuvées pour ce oui. congé. Oui, parfait. Alors, je partage avec le groupe parce que c'est intéressant parce que au webinaire en anglais, c'était presque 50-50. Je sais pas si c'est parce que les gestionnaires anglophones sont différents, mais là, on parle d'un taux d'acceptation de 86 parmi ceux qui ont été reposés. Fait que c'est des informations intéressantes. Alors, je masque ça, puis on revient à la présentation. À toi, Lisa. Oui, moi, j'attendais pas à ça, à voir qu'il y aurait un taux de si élevé pour les demandes acceptées pour ce type de congé. Alors, c'est excellent. Euh, ben, on va maintenant passer à la politique de l'employeur. Alors, comme je vous ai dit, c'est un document qui nous ont été mis par l'employeur comme foire aux questions. Alors, j'ai juste quelle est la politique? OK, voilà. Alors, la politique de l'employeur, il a changé plusieurs fois durant le cours en cours de cette pandémie. Euh, la politique est devenue plus restrictive en automne. Au début de la pandémie, l'employeur était plus prêt à accorder ce type de congé parce que, bon, c'était nouveau. Il y avait des employés qui n'étaient pas encore capables de travailler de chez eux. Il y avait une question de fermeture d'école et tout ça pendant plusieurs mois. Mais depuis le mois de novembre et encore en mois de février, ils ont changé la politique pour la rendre un petit peu plus restrictive. Alors, là, les employeurs ont récemment adopté de nouvelles règles concernant le congé 699. Et nous, le syndicat, on a déposé des griefs de principe pour contester cette nouvelle directive. On va parler de ça un petit peu plus tard. Mais on va passer à travers les questions plus souvent posées par les employés. Alors, puis-je prendre un congé 699 si j'ai des symptômes de la COVID-19? Oui, vous pouvez prendre un congé 699 durant la période où vous devez vous absenter du travail parce que vous êtes symptomatique et attendez les résultats du test ou parce qu'un représentant de santé publique ou un professionnel de la santé vous a ordonné de vous isoler. Vous n'aurez plus droit à ce congé lorsque vos symptômes auront disparu. Vous saurez que le résultat du test est négatif ou la période de contagion sera terminée. Qu'arrive-t-il si j'ai des symptômes de la COVID-19, mais je me sens apte à travailler? Mais si vous vous sentez apte à travailler, vous pouvez travailler à distance si vous êtes en mesure de faire ça. Il faut confirmer avec votre employeur que vous pouvez travailler à distance et vous n'aurez pas besoin d'utiliser un congé dans ce cas-là. On va passer à la prochaine diapo. Bon, excellent. Qu'arrive-t-il si le résultat est positif? Alors là, vous étiez approuvé pour un congé 699 quand vous étiez en attente des résultats de votre test. Bon, mais là, si vous avez attrapé la COVID-19 et que vous êtes trop malade pour travailler à distance, là, l'employeur vous dit qu'il faut utiliser vos congés de maladie conformément à votre convention collective. Alors, vous n'avez plus droit au congé 699 si vous avez dans votre banque de congés, encore des congés de maladie. Qu'arrive-t-il si j'ai de la COVID-19 et qu'il ne me reste plus de congés de maladie? Là, s'il ne vous reste plus de congés de maladie, vous pourriez avoir droit au congé 699 durant la période de contagion. Mais il faut comprendre que l'employeur exige qu'il faut épuiser votre banque de congés de maladie avant de pouvoir accéder au congé 699. Qu'arrive-t-il si je dois prendre congé pour m'occuper d'un membre de la famille qui est atteint de la COVID-19? Si vous ne pouvez pas travailler parce que vous devez vous occuper d'un membre de la famille, vous devrez alors prendre un congé pour obligation familiale ou des journées de congé annuel ou bien épuiser des autres congés que vous avez droit dans votre convention collective. Si vous avez déjà épuisé tous vos congés en vertu de la convention collective, vous pourriez avoir droit au congé 699. Mais là, encore une fois, l'employeur exige que vous épuisiez
tous les congés dans votre banque de congés avant de pouvoir accéder au congé 699. On va passer à la prochaine diapo. Je crois qu'il reste encore deux petites questions dans ce document. Devrais-je prouver mes responsabilités familiales? Avant d'approuver un congé pour obligation familiale, votre gestionnaire pourrait vous demander de fournir des documents à l'appui de votre demande. Je vais parler tantôt de quelle sorte de documentation l'employeur peut vous demander et quelle sorte de documentation est une atteinte à la vie privée de soit vous comme employé ou soit un membre de votre famille. Alors, je vais passer tantôt à cette question-là. C'est important aussi de savoir que si vous pouvez envoyer vos enfants à l'école ou à la garderie, mais vous préférez les garder à la maison pour des raisons personnelles, vous devrez alors demander des modalités de travail flexibles ou prendre une autre sorte de congé auquel vous avez droit. L'employeur ne veut pas vous accorder un congé 699 dans une telle situation. Puis-je utiliser un congé 699 si mon enfant doit s'isoler ou est atteint de la COVID-19? Si vous devez vous occuper d'un enfant qui doit s'isoler, on vous demandera d'explorer d'autres moyens de faire garder votre enfant ou d'envisager des modalités de travail flexibles. On pourrait aussi vous demander d'utiliser un autre congé, payé ou non, prévu dans votre convention collective. Et à noter que ce congé vous sera accordé en fonction des critères établis dans la convention collective ou les conditions d'emploi en vigueur. Ça veut dire que si vous êtes à la maison parce que vous devrez prendre soin de votre enfant qui est atteint de la COVID-19, l'employeur ne peut pas vous demander d'utiliser vos congés de maladie. Vous n'êtes pas malade, vous êtes en train de garder, de prendre soin de votre enfant qui est malade. Alors non, vous n'allez pas être obligé d'épuiser votre banque de congés de maladie si vous n'êtes pas malade. Bon, on va passer à la prochaine diapo. Voilà, puis on a une troisième question. Troisième question. Je vais juste, avant de poser la question, je veux juste, j'ai quelques d'autres petites choses à dire. Alors, si l'employeur a déjà passé à travers les autres options et vous avez demandé un congé 699, l'employeur peut l'accorder dans des situations où l'employé a des limitations par rapport au travail ou à la technologie. L'employé ne peut pas travailler à distance. Mettons, vous travaillez à l'agence frontalière, il n'y a pas de travail à distance, il faut être sur place pour faire vos tâches. Vous avez reçu un test de COVID positif, vous vous exprimez des symptômes ou vous êtes obligé de s'isoler. Cet employé n'a plus de congé de maladie dans sa banque de congés, vous pouvez avoir accès. Et encore une fois, comme j'ai déjà dit, si votre enfant ou un autre membre de la famille est atteint de la COVID ou doit s'isoler et vous avez plus de congés dans vos banques de congés, vous pouvez avoir accès au congé 699. L'employé aussi, dans une situation où l'employé ne peut pas travailler à distance et a une condition médicale qui lui rend plus susceptible au virus ou doit prendre soin de quelqu'un qui est plus susceptible au virus, vous pouvez avoir droit à un congé 699. Juste aussi pour dire que l'utilisation de ce type de congé est actuellement en déclin depuis le début de la pandémie. En début de la pandémie, les coûts associés avec le congé 699 étaient beaucoup plus élevés qu'ils sont actuellement. Alors, le fait que l'employeur rend leur politique plus restrictive, nous, le syndicat, pense que ce n'est pas nécessaire de toute façon parce que les employés ne sont pas en train d'abuser de ce type de congé et ce n'est pas un coût important pour l'employeur. C'était juste ça que je voulais dire avant qu'on passe à notre question, notre prochain sondage. Parfait. Alors, on va y aller avec la prochaine question. Donc, on peut vous la lire. Lisa, tu peux la relire pendant que je lance le sondage. Excellent. Alors, là, ça s'adresse aux délégués, à ceux d'entre vous qui êtes délégués syndicaux. Oui, alors j'imagine qu'on a des délégués syndicaux ici avec nous. Avez-vous représenté un membre ou une membre en tant que délégué
à qui on a refusé un congé spécial, code 699. Alors, les gens votent bien. Donc, si vous êtes délégué, est-ce que vous avez déjà représenté quelqu'un? Puis, il va y avoir une deuxième question qui va bien sûr un peu comme la première, va demander ben, quel était le résultat de cette demande-là. Donc, je pense que 64% des gens ont voté, donc ça doit être le taux de donc on va partager avec vous les résultats. Donc, c'est 50-50. Alors, il y a 50% qui ont été représentés. Fait qu'allons-y tout de suite avec la prochaine question. Oui, je vais masquer ça. Puis, alors, donc, on lance la prochaine question. Alors, Alors, si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous réussi à renverser la décision de l'employeur? Et là, on a trois options parce que ça se peut que la décision n'a pas encore été rendue. parfait. Alors, merci de répondre. Alors, ça s'en vient bien. Donc, si vous avez répondu oui, est-ce que vous avez réussi à renverser la décision de l'employeur ou est-ce qu'elle est toujours en suspens? Alors, je vous donne encore quelques secondes pour y répondre. Alors, ça aussi, ça va intéresser, les résultats vont intéresser Lisa et tout le monde en même temps. Alors voilà, je pense que ça ne bouge plus. Ça veut dire que tout le monde, tous ceux qui avaient voté ont voté. Donc, on va partager les résultats, c'est-à-dire 53% d'entre vous avaient réussi à renverser la décision de l'employeur, 27% non, puis 20% vous attendez c'est un bon taux. Lisa, vous Ben, pouvez y en aller. tant que quelqu'un qui travaille dans la section de la représentation, encore une fois, ça me lève l'esprit de voir que l'employeur est ouvert à changer leur décision durant le processus de grief. Et je lève mon chapeau à vous, les délégués, parce que c'est sûr que vous étiez capable de faire changer leur avis. Alors, oui, c'est excellent de voir que le processus de grief fonctionne. Parfait. Bon, Alors, c'est à toi. alors là, on continue avec, ben, ça c'est une autre partie de la présentation. Et ça, c'est maintenant ce que le syndicat fait pour aider nos membres à avoir accès au congé 699. Alors, on a un processus de grief dans la convention collective, un processus pour un grief individuel et aussi pour un grief de principe ou un grief syndical. Le grief syndical ou le grief de principe est déposé par l'Alliance et non par des membres individuels. Et c'est un grief qui vise toute l'unité ou une grande partie de l'unité de négociation et qui va avoir, on demande souvent un recours qui est le changement d'une politique de l'employeur ou le changement de l'application d'une politique de l'employeur qui est peut-être discriminatoire ou etc. Alors, dans votre convention collective, Pierre, c'est une très bonne idée. Il a mis en bas, côté droite, les articles pertinents de la majorité des conventions collectives ou les plus grandes conventions collectives de la fonction publique. Alors, comme vous voyez, ça c'est la convention collective PA et le grief de principe, c'est l'article 18.04 sous réserve de l'article 220 de la loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément aux dispositions du dit article, l'Alliance ou l'employeur peut présenter un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application de la convention collective ou d'une décision arbitrale. Alors, nous, on a fait ça pour les congés 699 3 fois depuis le début de la pandémie. J'ai aussi, je me souviens maintenant, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Je voulais vous parler de la documentation que l'employeur peut vous demander ou non, mais on va faire ça après avoir passé à travers le processus de grief. Mais il ne faut pas que j'oublie. Alors, Pierre, est-ce que tu peux me faire un rappel de parler de ça parce que c'est très important? Aucun souci. Merci. Alors, je, je voulais juste s'excuser pour le fait qu'on a seulement un grief de principe qui est en français. Les autres deux ont été déposés en anglais et on ne les a pas fait traduire avant le webinaire. Alors, je suis désolée, mais on va de toute façon vous donner l'exemple du grief de principe qu'on a déposé au mois de mai.
Alors, comme vous voyez, c'était ça le grief qu'on a déposé avec l'employeur. Les détails du grief. Durant la pandémie de COVID-19, beaucoup de membres ont pris un congé payé 699 en vertu de l'article 53 de la Convention collective des PA, congés payés ou non payés pour d'autres motifs, parce qu'ils ne pouvaient effectuer leurs heures normales en raison d'obligations de garde d'enfants. Cependant, certaines provinces ont choisi récemment de rouvrir les écoles et les garderies. Le 10 mai, l'employeur a émis un énoncé de politique dans lequel il reconnaît que certains parents n'auront d'autre choix que de garder leurs enfants à la maison. Toutefois, l'énoncé ne reconnaît pas que certains parents peuvent choisir de ne pas retourner leurs enfants à l'école pour des raisons légitimes, crainte d'un environnement pas encore sécuritaire, membres de la famille immunosupprimés, etc. L'énoncé de politique laisse entendre que le congé payé 699 ne s'appliquerait peut-être pas à ses membres. Cela contrevient aux articles suivants. Et là, on a la liste des articles pour la convention collective PA ainsi que la convention collective SV, TC, EB et FB et tout autre article pertinent. Cela contrevient également à l'article 7 de la loi canadienne sur les droits de la personne pour des motifs liés à la situation de famille, le sexe ou la déficience. La FPC est d'avis que l'employeur doit utiliser le congé payé 699 en vertu de l'alinéa 53.01a de la Convention collective des PA et des articles équivalents d'autres conventions collectives pour les responsabilités de garde d'enfants liées à la COVID-19, y compris lorsque les parents ne peuvent retourner leurs enfants à l'école ou à la garderie ou choisissent de ne pas le faire. Et là, toujours à la fin du grief, il faut demander des mesures correctives. Là, on a demandé une déclaration que l'employeur a enfreint aux articles des conventions collectives mentionnées, une ordonnance intimant à l'employeur de mettre fin à cette situation, une ordonnance intimant à l'employeur d'accorder immédiatement un congé payé 699 à tous les travailleurs ayant des obligations de garde d'enfants et qui ne peuvent ou ne veulent pas retourner leurs enfants à l'école en raison de préoccupations liées à la COVID-19, toute autre mesure corrective que l'on estime juste dans les circonstances. Et ça, le grief a été déposé le 13 mai 2020, alors il y a quasiment un an, on l'a déposé. Et c'est sûr qu'on a reçu la réponse de l'employeur, et la voici. Alors, vous voyez que l'employeur a émis leur réponse le 3 septembre 2020 parce qu'ils ont demandé plusieurs prolongations avant d'émettre leur réponse. Alors, 4 ou 5 mois après qu'on a déposé le grief, là, l'employeur nous a répondu. C'est la réponse au grief. J'ai examiné attentivement les arguments présentés lors de l'audition des griefs qui s'est tenue le 7 juillet 2020. En plus du formulaire de présentation des griefs, l'AFPC a également indiqué que les politiques de l'employeur concernant les congés payés pour responsabilité familiale 699 devraient être élaborées en consultation avec l'AFPC. L'employeur reconnaît que la pandémie a eu un impact fondamental sur tous les employés. La directive de l'employeur sur les congés, mise en place en mars 2020, au début de la pandémie, était une mesure unique pour aider à prévenir la propagation rapide de l'infection par COVID-19 sur le lieu de travail et à garantir la santé et la sécurité de tous les employés. La communiqué de l'employeur du 10 mai 2020 reconnaît que les fermetures et les restrictions sont progressivement levées dans tout le pays. Les employés commençaient à vivre une réalité où la COVID-19 devait être gérée dans le cadre des opérations courantes de l'employeur, ce qui comprenait la gestion des congés conformément aux conventions collectives. Les exigences des employés en matière de congés liées à la prestation de soins et à l'obligation d'adaptation peuvent être gérées par le biais des processus existants dans les conventions collectives et les conditions d'emploi,
qui sont des processus bien établis pour traiter ces questions au cas par cas. En procédant à un examen au cas par cas, on élimine toute décision politique générale et on tient compte des circonstances particulières de chaque employé. En tant que tel, et étant donné que l'agent négociateur n'a pas présenté d'exemple spécifique concernant l'allégation selon laquelle l'employeur a enfreint l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, je ne peux accorder aucune mesure corrective sur cette question. Par conséquent, votre grief et les mesures correctives demandées sont rejetées. Bon, la réponse de l'employeur. Bien sûr, on a fait le renvoi à l'arbitrage à la commission. C'est la commission des relations de travail dans la fonction publique. À chaque fois comme vous savez, surtout si vous êtes délégué, si nous pensons que nous pourrions avoir gain de cause avec un grief, nous, la section de la représentation, on fait le renvoi à la commission pour attendre que le grief soit mis au rôle d'audience. Alors, c'est ça le processus. Nos adjointes administratives dans la section de la représentation sont obligées de remplir des formulaires pour la référence à l'arbitrage. Et comme vous voyez, ce sont les formulaires 23 et 24 pour un grief de principe, ainsi qu'un grief qui allègue qu'il y a eu de la discrimination. Tout grief qui touche aux droits de la personne doit avoir un formulaire 24 lié avec. Fait passer. Ouais. Alors là, en décembre, on a déposé un deuxième grief de principe. Encore, on a allégué que l'employeur était en violation de l'article élimination de la discrimination de nos conventions collectives, ainsi que l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, vu que ce sont d'habitude les femmes, les employés avec des enfants ou qui ont une famille à la maison qui ont été le plus affectés par cette pandémie, et aussi les employés avec des incapacités, des conditions médicales. Alors, le refus de leur accorder des congés 699 avant qu'ils épuisent leur banque de congés, nous, on trouve que ça, c'est une violation de l'article élimination de la discrimination. Parce que la politique a un effet néfaste sur ses membres protégés. Alors, et finalement, le troisième grief qu'on a déposé très récemment était parce que l'employeur a décidé de négocier des fois avec des employés individuels par rapport à leurs heures de travail. Alors, comme vous le savez, la convention collective précise les heures de travail qui peuvent être faites par nos membres et si vous êtes un travailleur de jour, ça veut dire que vous travaillez d'habitude lundi au vendredi, vous travaillez entre, je crois que c'est entre 6 heures ou 7 heures le matin et 6 heures le soir. Ce sont les heures de travail normales pour un employé de jour. Alors, si l'employeur veut demander aux employés de travailler le soir, durant la semaine, ou la fin de semaine, ou le soir, la fin de semaine, il ne peut pas aller négocier individuellement avec des employés. Il faut parler avec le syndicat et ils n'ont pas fait ça. Alors, nous, on a contesté le fait que l'employeur est en train de modifier les heures de travail de nos membres sans avoir consulté avec l'Alliance. Alors, Lisa, on avait deux questions. Oui, on avait deux questions justement pour savoir dans le groupe s'il y a des gens. Donc, même principe. Alors, pendant que tu dis la question, moi, je vais la lancer dans le sondage. Alors, vas-y. Alors, bon, l'employeur vous a-t-il proposé de travailler en dehors de vos heures normales de travail à la place d'un congé spécial? Alors là, ça concerne tout le monde. Là. Tous ceux qui ont eu fait appel au congé 699, est-ce que l'employeur vous a demandé de modifier finalement vos conditions de travail? Alors,
75 ont voté. Je vais attendre encore un peu. Alors, quand on atteint 85-90 on met fin au sondage. Alors, encore 5 secondes. Parfait. Alors, on va aller voir les résultats ensemble. Donc, je ferme ça et je partage avec tout le monde. Donc, c'est oui à 30 non à 70 Donc, c'est quand même bon. 30 d'entre vous, là, à qui on a demandé des conditions. Alors, on a une deuxième question subsidiaire qui va venir, qui va justement, on va aller voir. Alors, c'est la question, je la lance tout de suite, puis on peut la lire en même temps. Parfait. Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous été forcé de travailler le soir ou la fin de semaine? Parfait. Alors, ceux qui ont, à qui l'employeur a demandé de changer les conditions, est-ce que ça vous a forcé à changer vos horaires tellement que vous avez dû travailler en soirée ou en fin de semaine? Alors là aussi, là, c'est sûr que le taux de réponse va être moins grand là, parce que c'est pas tout le monde qui est dans cette situation-là. On va vous laisser Ouais, quand même quelques secondes pour y répondre. Mais pour l'instant, c'est assez significatif. Alors, on va aller, ouais. on vous donne encore 2-3 secondes. Voilà, ça ne bouge plus. Alors, je ferme et je partage avec vous. C'est quand même important. Les 3 quarts d'entre vous ont eu à modifier, à travailler le soir à la fin de semaine. Fait que je ne sais pas si tu veux commenter, Lisa. Oui, ben c'est significatif, c'est sûr, parce que, comme vous le savez, l'employeur ne peut pas vous obliger de travailler la fin de semaine ou le soir sans vous offrir un temps supplémentaire, un taux de temps supplémentaire. Alors, c'est pour ça qu'on a négocié des heures de travail dans la convention collective. C'est pour gérer des situations où l'employeur aimerait que les gens fassent leurs heures de travail le soir ou la fin de semaine. Là, dans une telle situation, vous êtes en, ben, vous avez le droit de récupérer un taux de salaire à temps supplémentaire. Euh, Que faire si on veut refuse l'autorisation d'un congé 699? Excellente question. Et il faut pas que j'oublie ben, je vais peut-être je vais peut-être pouvoir parler de ce que je voulais parler tantôt, la preuve documentaire en répondant à cette question. Alors, si on vous refuse l'autorisation d'un congé 699, vous devriez déposer un grief individuel. Alors, vous avez 25 jours de la date du refus à déposer votre grief. Alors, si on vous refuse demain un congé 699, vous avez 25 jours calendrier à déposer votre grief contestant ce refus. Si on a déjà entendu parler du fait qu'il y a des gestionnaires qui vont dire aux employés, mais faites même pas la demande d'un congé 699 parce que de toute façon, on va le refuser. On n'octroie aucun congé 699, alors ça vaut même pas la peine de déposer, de faire la demande. Nous, on vous conseille, le syndicat, on vous conseille de faire la demande de toute façon. Même si le gestionnaire vous dit que vous n'avez aucune chance d'avoir ce congé, il faut quand même faire la demande. Parce que si vous ne faites pas la demande et si vous n'avez pas un refus de l'employeur, vous ne pouvez pas déposer un grief. Pour déposer un grief, il faut avoir une raison pour le dépôt du grief. Je vais juste... OK. Alors, si on ne peut pas vous dire, moi, je ne peux pas vous dire en ce moment si votre grief va avoir gain de cause, si il est fondé ou non. Je ne connais pas vos situations particulières. Alors, je vous conseille juste de déposer le grief dans n'importe quelle situation où vous vous faites refuser un congé 699. Il faut faire la demande par écrit et garder toute documentation liée à votre demande et la réponse de l'employeur. Ça, c'est très important parce que là, vous ne voulez pas être dans une situation de ah ben c'est lui qui m'a dit ça, puis là l'employeur, le gestionnaire m'a dit autre chose, puis il faut vraiment avoir le refus de l'employeur par écrit. Après, vous contactez votre délégué syndical si vous avez des questions par rapport à votre situation et vous déposez un grief individuel si votre demande est refusée et
que vous pensez que le refus est en violation de la convention collective. Alors, c'est vraiment ça. Nous, les griefs de principe, les griefs de principe ne peuvent pas vous donner des recours individuels. Alors, nous, on conteste la politique et l'application de la politique de l'employeur, mais si vous faites refuser un congé, le grief de principe ne va pas changer ça. Alors, si vous êtes obligé d'utiliser un congé annuel ou un congé de maladie et vous pensez que vous aurez dû avoir accès au congé 699, la seule façon d'obtenir un recours, peut-être avoir le remboursement de vos congés, est en déposant un grief individuel. Je voulais juste faire reculer un petit peu parce que on avait parlé au moment donné de la preuve documentaire. Si vous faites une demande de congé 699, quelle sorte de documentation l'employeur peut-il vous demander avant de considérer votre demande de congé? Alors, si c'est vous, l'employé, qui est atteint de la COVID-19 et que l'employeur vous demande de fournir une copie du test positif, par exemple, en général, l'employeur n'a pas l'habitude de demander une telle preuve, mais si il vous demande une telle preuve, vous pouvez la fournir, c'est raisonnable, c'est pas une question d'atteinte à la vie privée parce que de toute façon, vous dites à l'employeur que vous êtes atteint de la COVID. Bon. L'employeur peut vous demander de fournir une lettre médicale très générale. Mettons que vous êtes un employé qui a une condition médicale qui fait en sorte que vous êtes très susceptible aux complications médicales sérieuses si vous attrapez le virus. L'employeur n'a pas le droit de savoir quelle sorte de condition médicale vous avez, pourquoi vous êtes dans une situation où vous êtes plus susceptible. L'employeur a seulement le droit de savoir que vous avez une condition médicale quelconque et que, à cause de cette condition médicale, vous êtes plus susceptible à développer des complications très sérieuses si vous attrapez le virus. Alors, votre médecin peut écrire une lettre qui dise, comme exemple, Ginette est obligée de rester à la maison au lit à cause d'une condition médicale. Ou Ginette doit rester à la maison parce qu'elle est plus susceptible à développer des complications médicales sérieuses si elle attrape le virus. C'est tout. L'employeur n'a pas le droit de vous demander d'autres détails par rapport à votre condition médicale. Aucun employé n'a l'obligation de fournir à l'employeur des informations médicales confidentielles d'un autre membre de la famille qui n'est pas un employé. Alors, si vous dites à l'employeur que vous devez prendre soin de votre mère qui habite avec vous et que votre mère a une condition médicale qui nécessite un soin médical durant la journée, l'employeur n'a pas le droit de demander des détails par rapport à la condition médicale de votre mère. Les membres de la famille d'un employé ont le droit à leur vie privée. Mettons que l'école ou la garderie de votre enfant est fermée à cause de la COVID. L'employeur peut vous demander, peut-être vous avez reçu un courriel de l'école ou de la garderie qui indique que l'école est fermée. Si l'employeur vous demande une telle preuve, c'est correct, vous pouvez donner ça. Il n'y a aucune question de confidentialité dedans. Alors, j'espère que ça clarifie un petit peu la sorte de documentation que l'employeur peut vous demander et la sorte de documentation que nous, on dit est un atteint à la vie privée de nos membres. Alors, je peux répondre à d'autres questions à la fin si vous avez des questions par rapport à ça. Parfait. Alors, je pense qu'on avait deux scénarios, hein. Si on va y aller avec un premier scénario. Alors, je vais le lire si tu veux. Puis, alors, Sarah, justement, on t'en faisait état un peu. Sarah est une membre qui est mère célibataire et travaille à domicile. Elle est également la principale personne qui s'occupe de ses parents âgés. Sa mère a récemment reçu un diagnostic de cancer et a commencé un traitement de chimiothérapie.
Sarah a besoin de 2 heures par jour pour administrer des médicaments à sa mère malade. Alors là, on va une question, mais une question piège, là. Pas une question piège, mais il faut prendre attention à la question. Fait que je vais vous la lire puis je vais la lancer. Alors, est-ce que vous croyez que l'employeur, là, c'est pas vous, là, mais c'est l'employeur. Est-ce que vous croyez que l'employeur va permettre à Sarah d'avoir droit au congé 699 pendant 2 heures par jour à chaque jour pour prendre soin de sa maman? Alors, allons-y. On vous lance. Là, c'est vraiment, ce qu'on vous demande, c'est ce que sera, vous pensez, la réponse de l'employeur. Alors, je lance la question. Allez-y. Vous pouvez répondre après tout ce que vous avez entendu, là, si vous pensez que l'employeur va lui donner le congé 699. Alors, je vous laisse, vous êtes très, très efficace sur le clic. Alors, les réponses entrent, j'ai pratiquement les cheveux qui me soulèvent tellement que les réponses rentrent rapidement. Alors, on est à 85 de réponses. Je vous laisse encore quelques secondes et on va partager les résultats ensemble, là. Alors, bien entendu, c'est toujours au niveau si vous croyez que l'employeur va donner le congé. Alors, voilà, allons-y. Parfait. Alors, je partage les résultats. Donc, c'est selon, vous pensez qu'à 83 l'employeur va dire non à une demande comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Lisa? Bon, mais selon la politique de l'employeur, je crois que vous avez, ben, tout le monde qui ont répondu non. Je comprends pourquoi vous avez répondu non, parce que l'employeur a dit dans sa politique qu'il faut épuiser tout autre congé avant de pouvoir accéder au congé 699. Alors, ça veut dire que Sarah, elle va être obligée d'épuiser ses congés obligations familiales, peut-être ses congés de vacances, avant de pouvoir accéder au congé 699. Nous, est-ce que le syndicat pense que ça, c'est une bonne façon de gérer la situation de Sarah? Non. Mais la question était vraiment, est-ce que l'employeur va permettre à Sarah d'avoir ce congé? Et je crois qu'elle va avoir, elle va être obligée d'épuiser ses autres congés avant de pouvoir accéder au congé 699. Mais éventuellement, après avoir épuisé ses congés, oui, je crois que l'employeur va lui accorder le congé 699. Et ça, tu parlais tantôt, c'est genre, ça, s'il y avait quelqu'un dans notre groupe qui avait une situation comme ça, tu leur lui recommanderais de demander le congé 699, puis en cas de refus, là, ça serait le temps de déposer un grief, hein? Oui, exactement. Alors, oui, vous êtes obligé parce que c'est sûr, en déposant le grief, ça ne veut pas dire que, bon, là, l'employeur va vous accorder le congé 699. Non, vous allez être dans une situation où vous devriez utiliser tous vos congés, puis on espère que éventuellement, on va pouvoir vous récupérer ces congés si on a gain de cause avec le grief. Parfait, on a parlé déjà des. Alors, on a un deuxième scénario pour vous. Je vous le lis, puis on a une autre question qui vient avec. Alors, Mohamed est un agent de service frontalier et est à haut risque. Son médecin, il a un document, un certificat indiquant qu'il était à haut risque et qu'il devrait travailler à domicile pendant la pandémie. Le membre a envoyé des certificats à l'employeur, a demandé de prendre pas 699 jours, de prendre des congés payés dans le cadre du code 699. L'employeur n'avait pas d'autre travail ou d'autres tâches que Mohamed peut accomplir à partir de chez lui. Tout le travail que Mohamed peut faire doit être fait à partir du travail, vu qu'il est un agent de service frontalier. Alors, la question qu'on a pour vous, c'est la même chose. Là, on parle toujours, est-ce que vous croyez que l'employeur va permettre à Mohamed d'avoir droit à son congé payé 699? Alors, laissez-moi lancer la prochaine question. Même principe, je lance la question, vous allez pouvoir y répondre. Alors, c'est toujours, est-ce que vous croyez que l'employeur va lui accorder le congé? Alors là, c'est une situation un petit peu différente de la première, là. Donc, je vous laisse répondre. Alors, vous pouvez prendre quelques secondes pour y penser, là. Est-ce que vous croyez que l'employeur va permettre à Mohamed d'avoir droit au congé payé 699 dans le cadre d'un agent de service frontalier? Alors, on est à 90 de vote, alors je pense que c'est bon. On va aller voir qu'est-ce que vous avez en pensé. Alors, donc, à 84 vous croyez que l'employeur va le donner, puis 16 croient que non. Qu'est-ce que tu en penses, Lisa? Mais moi, je crois que selon la politique de l'employeur, Mohamed va avoir droit à ce type de congé parce qu'il ne peut pas utiliser d'autres congés dans
la convention collective parce qu'il n'y a pas de congé prévu dans la convention collective pour une telle situation. Alors, Mohamed n'est pas malade, il peut travailler. Mohamed n'a pas d'obligation familiale, c'est pour lui. Il n'est pas en vacances. Alors, l'employeur, dans cette situation, Mohamed, il dit à l'employeur, je peux travailler, je suis apte au travail, mais je dois travailler à domicile. Je ne peux pas, à cause de ma santé, aller travailler sur place au milieu de travail. Dans une telle situation, moi, je peux pas dire comment que l'employeur va répondre, surtout l'agence frontalière, mais je dirais que dans une telle situation, l'employeur serait absolument en violation de la convention collective s'ils obligeaient à Mohamed de prendre d'autres congés parce que ce sont pas des congés prévus pour une telle situation. Parfait. Ben, je pense, toi, est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Parce que là, on pourrait passer tranquillement à la période de questions. Je crois que c'est tout. Est-ce que je vais juste regarder pour voir si j'ai passé à travers Oui, tout vas-y, ça? prends ton temps. Pendant ce temps-là, on regarde. Alors, je vous rappelle la façon de procéder. On est un petit groupe, alors on va commencer par, j'ai déjà des questions par écrit, mais si on est capable, il nous reste du temps devant nous, il nous reste, Lisa doit partir exactement à 19h58 parce qu'elle a une autre réunion après, mais on a encore on a plus que 30 minutes devant nous. Alors, commençons par les questions par écrit, puis ensuite, si vous voulez poser une question, vous pouvez aussi OK. cliquer Je sur vois pas l'icône. les questions. Je sais pas comment. C'est pas Ah, grave, OK, parce que je vois rien. Je vois qu'il y a eu des questions, mais oui. ouais. OK, alors la première vient de Mathieu qui aimerait savoir si nous sommes capables de prouver que nous avons été en contact avec le COVID à cause du travail, par le travail, donc il a rattrapé la COVID sur son lieu de travail. Est-ce que l'utilisation du code 699 est différent ou c'est la même chose quand même? Ça, c'est une très bonne question. Dans une telle situation, euh, je, je- moi, je vous conseillerais de déposer une demande pour congé blessure maladie en raison de travail. Alors, vous avez un article dans la convention collective. Je ne sais pas si c'est quel article. Je ne sais pas si quelqu'un a leur convention avec eux, mais il y a un article qui est particulièrement pour une telle situation où vous êtes soit blessé au travail ou vous êtes rendu malade à cause du travail. Et là, vous avez droit à avoir c'est un congé de maladie, mais ça n'épuise pas votre banque de congés de maladie. C'est vraiment pour des maladies ou des blessures qui ont été soutenues au milieu de travail. Parfait. OK. Alors, Et vous êtes obligé dans une telle situation de déposer aussi un rapport, c'est un rapport de injury on duty, blessure ou maladie sur le lieu de travail avec CSST ou si vous n'êtes pas au Québec, avec la compensation pour blessure au travail. Parce que vous pouvez aussi avoir une compensation payée par la province qui gère euh, les prestations de maladie, blessure en milieu de travail. parfait. Alors, je vois, j'ai une copie. Je n'oserais pas vous la présenter, mais c'est l'article 37 qui est congé pour accident de travail dans le Ah, OK, groupe parfait, PA. merci. Alors, Oui, si vous avez votre convention, vous pouvez aller voir l'article 37. Alors, merci. J'ai une autre question, et là, on va regarder ensuite s'il y a des mains qui sont levées, là, mais je vous répète que vous pouvez écrire votre question. Alors, euh, ben, c'est plutôt un commentaire, c'est de Frédéric qui dit que l'employeur actuellement aurait tendance à suggérer aux employés de prendre des congés non payés. J'imagine que ça, Lisa, c'est pas acceptable non plus. non, ben non. Non, on ne peut pas demander à un employé de prendre un congé non payé dans une telle situation en pandémie. Déjà, le monde est quasiment ben, la majorité des Canadiens éprouvent des difficultés financières en ce moment. Alors, de demander aux employés de prendre des congés non payés quand ils peuvent accorder des congés payés, non, c'est ridicule. Parfait, merci beaucoup. J'ai Joanne qui a une question. Elle a dit que son unité de travail travaille de 7h à 15h30. Ça, c'est l'horaire normal. Ils veulent changer maintenant les horaires pour avoir deux quarts de travail. Un premier de 7h à 13h, puis un deuxième de 13h à 19h. Est-ce que c'est quelque chose qui est Est-ce peut-être que juste pour savoir, je crois que les heures de travail régulières, c'est l'article 25
de la convention collective PA sont de 7 heures le matin à 6 heures le soir ou 6 heures le matin à 6 heures le soir. Mais tant que les quarts de travail tombent dans les heures de travail qui sont écrites dans la convention collective, c'est permis. Mais si, mettons que l'employeur vous demande de travailler de 13 heures à 20 heures, ils sont obligés de vous payer un taux de temps supplémentaire pour les 2 heures de 18 heures à 20 heures qui ne sont pas des heures de travail normales dans votre convention collective. Alors, je suis désolée que je ne me souviens pas maintenant si c'est les heures de travail normales sont de 6 heures le matin à 18 heures ou 6 heures le matin à 19 heures, mais vous pouvez vérifier dans la convention collective l'article 25. Et oui, si vous travaillez en dehors de 16 heures, l'employeur doit vous payer un taux de temps supplémentaire. Parfait, merci. Alors, Joanne, elle écrit qu'elle est de la convention SV. Alors, est-ce que c'est peut-être un article différent ou la même chose? Juste Ouais. parce que je sais pas, j'ai pas toutes les conventions devant moi, Ouais. je suis désolée, mais c'est l'article qui heure de travail. Alors, si vous regardez dans la table de matière, vous allez voir heure de travail. Et c'est sûr que ça s'applique seulement aux travailleurs de jour. Alors, si vous êtes un travailleur de jour qui travaille d'habitude durant la semaine, lundi au vendredi, le jour, alors je crois que c'est 6 heures et 18 heures ou 7 heures et 18 heures, mais vous pouvez voir dans la table de matière. Oui, ben c'est ça, je l'ai. Travail de jour, OK. C'est Bon. ça. Alors, ça, c'est chez les PA. Je ne sais pas si c'est différent, mais on voit Alors, ici vous le. voyez ici, 7 heures à 18 heures. Alors, Mhm. si l'employeur vous demande de travailler, mettons, de 6 heures du matin à 14 heures de l'après-midi, ils sont obligés de vous payer entre 6 heures et 7 heures le taux de temps supplémentaire. S'ils vous demandent de travailler de 13 heures à 20 heures, ils sont obligés de vous payer entre 18 heures et 20 heures 2 heures de temps supplémentaire. Et là, dans le cas de Joanne, on lui demandait de travailler jusqu'à 19 heures. Là. Ce qu'on ne sait pas, malheureusement, on n'a pas la convention SV devant nous, mais si c'est les mêmes heures de travail, ben, entre 18 heures et 19 heures, ça devrait être des heures supplémentaires qui Oui, devraient. exactement. Parfait. Alors, j'ai une autre question de Stéphanie elle a une situation, on lui a dit d'utiliser un congé familial au lieu du code 699 lors d'une situation familiale. Elle a dû s'occuper de sa maman. Alors, je pense que ça répond, on a un peu touché à ça tantôt. Donc, l'employeur, actuellement, il refuse d'utiliser. Donc, vous devez prendre le congé, mais elle peut contester la décision de Oui. l'employeur. Et moi, je peux pas vous donner des conseils par rapport à votre situation particulière parce que j'ai pas les détails. Alors, je peux pas vous dire si votre grief est fondé, si l'employeur est en violation de la convention collective, si vous allez avoir gain de cause, je sais pas. Mais je vous conseille de déposer le grief de toute façon parce que la pire chose est que, bon, ben, vous êtes obligé d'utiliser vos congés d'obligation familiale et c'est tout. Il n'y a rien à perdre. Et peut-être qu'on va pouvoir vous récupérer le congé que vous avez utilisé. Parfait. Merci. Alors, Frédéric mentionne il a vérifié sa convention collective, puis les heures de travail normales sont de 8h30 à 16h30. Donc, dans le cas que Joanne soulevait, si on lui demande de travailler jusqu'à 19h, donc entre 16h30 et 19h, ça devrait être des heures supplémentaires. Oui. Si Et dans ce ça, c'est cas-là, la convention collective SV. Il a regardé dans la ouais, convention collective SV. Frédéric, si vous pouvez nous répondre, ou je ne sais pas si c'est comme vous voulez, je peux vous donner aussi accès au microphone si ça vous convient. Oui, l'instant. Je vais voir. Ah oui, excusez, non, Frédéric parle du contrat de la convention collective PA. Ah, ben, les heures de travail normales pour la convention collective PA sont de 7 heures à 18 heures. Ça. Alors ça, c'est les heures normales. Alors, pour Vas-y, les Stéphanie. SV, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille des shifts. Alors, je suis en train de regarder, mais je vois pas de rien comme vraiment concret pour les OK, ben, c'est SV à différent. l'instant. Ben, si vous travaillez des quarts de travail, si vous êtes un shift worker, ça s'applique pas parce que ça, c'est pour les travailleurs du jour. Alors, le travail de jour
est vraiment, on ne peut pas aller en dehors des heures qui sont écrites dans la convention collective pour le travail de jour. Mais si vous travaillez des quarts de 12 heures ou 4 quarts de 12 heures, puis après vous avez 5 jours de congé, ça c'est différent. Alors, dans de telles situations, oui, l'employeur peut changer vos quarts de travail, mais il y a un processus pour faire ça aussi. D'habitude, ça prend une consultation avec le syndicat, mais c'est pas la même situation où vous pouvez juste demander un temps supplémentaire parce que les heures de travail sont plus flexibles pour les employés qui travaillent des quarts comme ça. Parfait. Alors, il faut vérifier comme il faut dans les conventions collectives. Puis, alors là, j'ai pas d'autres questions écrites, mais j'ai Yannick. Moi, j'ai une question qui était envoyée à moi, Pierre. Vas-y. Si je reçois un résultat de test négatif de la COVID-19, mon employeur me force à rester à la maison 2 semaines. Il m'oblige à prendre mes congés de maladie. Est-ce que je peux retourner au travail ou je reste à la maison et je me demande un congé 699 à mon retour? Absolument, vous devrez demander un congé 699. Vous n'êtes pas malade. Si vous avez reçu un test négatif et vous dites que vous êtes apte au travail, vous voulez retourner travailler et l'employeur vous oblige de rester à la maison, qui vous paye, qui vous accorde un congé 699, vous n'êtes pas malade. Si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas à utiliser vos congés de maladie. Les congés de maladie sont pour la maladie. Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un grief que je pense aurait probablement gain de cause parce que l'employeur ne peut pas forcer un employé d'utiliser un congé qui n'est pas prévu pour ce type de situation. Excellent, merci beaucoup. Alors là, j'ai 2 mains levées, Karine et Yannick. Alors, je vais y aller dans l'ordre. Yannick Dufresne. Alors, je vais... Yannick vient de baisser sa main, alors je vais le laisser tomber. Mais Karine, alors je clique sur votre microphone. Alors, si vous voyez l'icône de votre microphone, vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir la parole. Oui, voilà, allez-y, Karine. Oui, bonsoir, merci pour la présentation, bien intéressant. Nous autres, notre employeur, qui il ne faut pas le nommer, le service correctionnel, nous demande pour les personnes qui sont à risque d'attraper la COVID ou d'avoir des complications si ils attrapent la COVID, demande d'écouler des journées de vacances jusqu'à la moyenne qu'il prend habituellement. Là. Mettons, quelqu'un qui a 5 semaines de vacances, ben, il va demander d'écouler 2 semaines de vacances, de s'en garder 3 pour l'été, mais d'écouler ses vacances avant le congé 699. Et ça, c'est une des choses qu'on conteste avec nos griefs de principe parce que la raison pour laquelle on dit que cette politique est discriminatoire est parce que elle a un effet néfaste sur nos membres qui ont une incapacité ou une condition médicale. Alors, ça, c'est un motif illicite de l'article 7 de la loi canadienne sur les droits de la personne, incapacité. Alors, si on oblige quelqu'un qui a une incapacité d'épuiser leurs vacances, mais alors cette personne n'a plus le droit de prendre des vacances. Ça, c'est comment qu'une politique peut avoir un effet néfaste sur certains groupes de personnes qui sont protégés par la loi sur les droits de la personne. Alors, moi, je dirais que dans de telles situations, il faut absolument déposer des griefs individuels. S'ils font la demande pour le congé 699, l'employeur refuse d'octroyer le congé et oblige aux employés de prendre des congés de vacances, qui déposent un grief et on va faire notre mieux pour récupérer leur congé de vacances. Moi, je ne peux pas dire si on va réussir, mais on va essayer. Merci. Merci beaucoup, Karine. Jean Cloutier. Alors, Jean, même chose, je clique sur votre microphone et c'est à votre tour. Si vous cliquez sur l'icône de votre microphone, vous allez pouvoir poser votre question à Alyssa. Voilà, allez-y. Oh, on vous a entendu une demi-seconde. Allez-y. OK, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Oui, bonjour, Jean Cloutier, vice-président régional pour l'Aide du Québec, syndicat d'agriculture.
J'ai été membre de l'équipe de négociation de la table DC pour les 2 dernières rondes. Je voulais juste préciser que les heures de travail, généralement, c'est les mêmes conventions collectives, c'est de 6 heures AM à 6 heures PM. OK. Donc, à l'extérieur de ça, vous êtes en temps supplémentaire. Et effectivement, pour les quarts de jour, le quart de soir, c'est différent. Je voulais juste ajouter qu'on a demandé à nos membres de contester le 699, dans le fond, de répondre à l'employeur que s'ils refusent le 699, on acquiesce à leur demande et de soumettre ces griefs-là à vous, Lisa, ou à moi, j'étais une autre personne que j'avais reçue du syndicat de l'agriculture pour vous mettre des preuves à l'appui pour appuyer aussi votre grief de principe. Donc, Oui. ça sera bon que de réitérer Absolument. que toutes les sections locales, tous les éléments vous envoient des preuves de grief individuel afin d'appuyer votre demande. C'est ça que je voulais ajouter. Absolument, merci. Puis c'est important aussi parce que, comme vous avez vu dans la réponse de l'employeur à notre grief de principe, que l'AFPC n'a pas présenté aucun exemple de situation individuelle où l'employeur était en violation de l'article élimination de la discrimination, par exemple. Là, avec les griefs individuels, on va pouvoir montrer à l'employeur qu'on a plusieurs situations où nos membres vivent la discrimination causée par le refus du congé 699. Alors oui, on va appuyer les griefs de principe avec ces griefs individuels et on va aussi pouvoir, si on a gain de cause avec les griefs, on va pouvoir aller récupérer les congés perdus par les employés qui ont été refusés les congés 699. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Donc, c'est pour ça que je demande à toutes les personnes sur l'appel des différentes sections locales des éléments d'envoyer justement, si on fait des griefs individuels, ces preuves-là pour appuyer notre grief de principe. Merci beaucoup. Très bonne présentation. Merci beaucoup. Merci. Alors, au niveau des questions, j'ai une question. La première partie des questions s'applique, la deuxième, va falloir répondre c'est une question de Mathieu qui disait si un employé a des symptômes de COVID, l'employeur exige un test, mais l'employé refuse de faire le test pour des raisons personnelles. À ce moment-là, est-ce que l'employé devrait être obligé de prendre des congés de maladie pendant le temps où il pourrait avoir accès au congé 699? Ça, c'est une question, c'est une situation difficile parce que l'employeur a le droit, si la personne travaille sur place dans le milieu de travail ou travaille à domicile. On va aller voir Mathieu. Je vais aller voir, bougez pas. Mathieu, je vais vous permettre de poser votre question. Allez-y. Vous pouvez cliquer sur votre microphone. Allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Allez-y. Oui, donc si l'employé, on va dire, s'est présenté le matin au travail, puis finalement, en répondant à un questionnaire, il y a des symptômes qui sont présents, l'employeur il a demandé de retourner chez lui et exige un test COVID, évidemment. Mais pour une raison X, pour raison personnelle, l'employé, lui, il refuse de faire le test du COVID. Mais il peut pas revenir sur le lieu du travail, étant donné qu'il y a des symptômes. Quel type de congé, lui, il devrait prendre? Parce qu'il n'y a pas de télétravail accessible pour ce milieu-là. Là, il va être en situation assez difficile parce que, bon, on est en pandémie. Puis, c'est sûr que l'employeur a une obligation de prévenir la propagation du virus dans le milieu de travail. Alors, si l'employé, pour des raisons personnelles, je ne sais pas pourquoi il refuserait d'avoir un test de dépistage de COVID, mais bon, mais s'il veut pas aller faire le test et avoir le résultat, parce que pendant cette période-là, oui, l'employeur va accorder le congé 699. Alors, l'employé est retourné chez lui parce qu'il y a des symptômes. Il va se faire tester pour la COVID. Il attend 2 jours, 3 jours pour les résultats. Toute cette période est couverte par le congé 699. C'est une des seules situations où l'employeur dit oui, on va couvrir cette situation avec le congé 699. Si l'employé refuse de passer le test de COVID, mais il va être obligé de rester à la maison très longtemps.
parce que l'employeur a aucune preuve qu'il n'est pas atteint de la COVID. Alors, dans une telle situation, il va être obligé d'utiliser ses congés de maladie. Parfait. Merci beaucoup. Alors, moi, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions au niveau de l'écrit, puis je ne vois pas, bougez pas, je vais vérifier si les mains levées. Non, pour l'instant, c'est... alors, ben, si c'est... je vais juste m'assurer que tous les micros sont... Alors, si vous avez des questions, ce serait le temps de lever la main ou de l'écrire dans le... Ah, bougez pas. Bon, alors, j'ai Karine. Karine, il y a tout le monde a déjà posé une question. Alors, je vais y aller avec Karine. Allez-y, Karine. Oui, merci. Deuxième question. Notre employeur, bon, pour, mettons, le même genre de personne là, qui n'est pas capable de rentrer travailler à cause de sa condition médicale, qui le met plus à risque, en plus du billet médical, envoie une lettre au médecin avec mettant toutes les mesures qui ont été prises par l'employeur pour éviter la propagation ou essayer d'atténuer que la COVID rentre dans ces établissements. Premièrement, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Et puis, est-ce qu'il peut obliger l'employé à retourner voir son médecin 2 ou 3 fois pour pouvoir compléter ces formulaires-là? Mais c'est quoi? L'employeur il envoie au médecin une liste de toutes les mesures qu'il a prises pour rendre le milieu de travail sécuritaire. Et là, il demande au médecin de lire ce document et de répondre aux questions ou de réviser peut-être son avis médical. Est-ce que c'est ça la situation? Oui, c'est exactement ça. Il demande si l'employé qui était à risque, comme mettons qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose au poumon, là, ou peu importe, qui est à risque de développer des complications, ben c'est ça. Fait qu'il demande avec toutes les mesures qui sont décrites, est-ce que l'employé peut rentrer au travail? Il veut que le médecin révise la condition. L'employeur a le droit de clarifier les limitations de l'employé, les limitations médicales. Mais si, par exemple, le médecin demande un frais de répondre aux questions, les frais doivent être payés par l'employeur. L'employé n'a pas à subir des frais supplémentaires parce que l'employeur veut avoir des clarifications. Mais finalement, si l'employé a une incapacité ou une condition médicale, puis le médecin pense que de toute façon, même avec toutes les mesures prises par l'employeur, que ce n'est pas sécuritaire pour l'employé de retourner travailler, que le médecin dise non, mais cette personne est obligée de rester à la maison, même si vous avez pris toutes sortes de mesures, c'est un risque et je ne peux pas aviser cette personne de retourner travailler dans le milieu de travail. Mais s'il y a des frais associés avec la réponse, deuxième ou troisième réponse du médecin, que l'employeur paie les frais. Parfait, merci. Là, j'ai 3 autres questions. Il est 19h45. Toi, tu dois partir dans 10 minutes, fait qu'on va y aller dans l'ordre. Je vois que là, j'ai Frédéric, Jean et Vanessa qui n'ont pas posé de questions. Alors, je vais d'abord aller avec Vanessa qui va poser sa première question. Donc, allez-y, Vanessa, vous cliquez sur votre microphone et vous allez pouvoir poser votre question, Lisa. Allez-y. Bonjour, j'aimerais savoir si l'employeur peut obliger les employés à se faire vacciner contre la COVID dans le but de réintégrer éventuellement les bureaux dans une situation où présentement le télétravail est possible. Ça, c'est une bonne question. En général, dans les milieux de travail de la fonction publique, ce ne sont pas des milieux de travail haut risque comme un hôpital ou une résidence pour personnes âgées, des choses comme ça. Alors, nous, le syndicat, on n'a pas encore vraiment beaucoup d'informations par rapport à cette situation, vu que c'est très nouveau, puis on n'a pas encore entendu que l'employeur est en mesure d'obliger nos membres de se faire vacciner. Mais selon nous, la vaccination est quand même si moi je suis très pro-vaccin et je pense que tout le monde doit se faire vacciner parce que bon, on est en société puis il faut vraiment avoir une immunité partout. On ne peut pas obliger quelqu'un à subir une procédure médicale qui peut être invasif. Alors, c'est pas
comme, OK, aller passer un test de dépistage de COVID, c'est vraiment une vaccination et c'est un choix personnel. Alors, moi, je dirais que le syndicat va contester une décision d'un employeur de forcer nos membres de se faire vacciner avant de pouvoir retourner travailler. Si on a des membres qui travaillent dans des établissements à haut risque, comme les hôpitaux, ça, c'est une autre question et on va peut-être être obligé d'avoir des discussions avec l'employeur, mais ça se peut qu'il y a des membres qui travaillent dans des tels établissements qui vont être obligés de se faire vacciner pour continuer de travailler dans des tels établissements. Merci beaucoup. Alors, il reste Frédéric et Jean, puis ça va être probablement les 2 dernières questions parce que, comme on sait, Lisa a un autre Zoom après, puis il faut laisser le temps qu'elle transite de l'un à l'autre. Alors, je vais aller avec Frédéric. À vous, Frédéric. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'aurais peut-être une petite suggestion. Quand vous dites que on devrait pour remonter les griefs individuels pour appuyer le grief de principe, est-ce que on va avoir une directive, une communication par rapport à ça? Parce que sauf erreur de ma part, sur le site de la FPC, il n'y a aucune indication à cet effet. Puis c'est sûr que je pense que ça serait très intéressant qu'on puisse vous supporter avec ça. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on devrait vous envoyer aussi les réponses de grief? Ah, ben, la question des informations sur le site web, malheureusement, je peux pas répondre à ces questions parce que je travaille pas en communication. Alors, moi, je dois dire que je visite très rarement notre site web, alors je sais même pas ce qu'il y a là-dessus. Alors, je vais laisser cette question. Peut-être que Pierre Escona, on peut peut-être poser ou faire un suivi avec quelqu'un en communication par rapport à cette question du site Oui, web. ou le plus simple, parce que si on veut collecter les griefs individuels, ce serait de contacter le délégué syndical local qui, lui, pourra faire ce travail-là. Je pense que ça, au niveau des délégués, l'information est en train de circuler, mais sur le site web, moi non plus, je ne sais pas si c'est informé, mais je pense qu'en passant par votre délégué syndical, vous allez pouvoir vous assurer que les informations soient transmises à la FPC là, pour qu'on puisse augmenter la documentation qui va supporter nos griefs. Et En oui, fait, c'est pas d'habitude, vraiment quand ça ma vous question. montez, désolé, allez-y. Excusez, c'est pas vraiment ça ma question. Dans le fond, je demande est-ce que il y a une communication qui va être envoyée aux sections locales pour demander de vous faire remonter les griefs? Parce que moi, je suis président de section locale, excusez, et puis j'ai eu aucune directive par rapport à ça. Alors moi j'en ai des griefs, je veux bien vous les remonter, mais je les remonte à qui exactement? Ah, ben, vous devriez suivre le processus de grief. Vous êtes délégué syndical pour une section locale, mais qui est votre élément? Vous travaillez Euh, pour quel département? c'est le SEIC, mon élément. Ah, OK. Alors, vous devriez ben, monter les griefs au prochain palier. Alors, vous suivez le processus de grief dans la convention collective. Et au 3e palier, ça va être ben, votre élément, le SEIC, qui va être chargé du dossier. Alors, c'est toujours l'élément qui est chargé de faire le palier final du processus de grief et qui prépare le dossier pour l'envoyer à notre section de la représentation. Ok, D'accord. parce que tout à l'heure, il y avait un membre qui disait que fallait vous faire remonter les griefs pour vous appuyer pour le grief collectif, le grief de principe. Alors c'est ça, c'est ce bout-là là, que je... Ah, ben c'est de toute Ça. façon, si vous avez des griefs individuels par rapport au refus du congé 699, mais c'est juste de suivre le processus de grief, puis nous, on va recevoir ces griefs individuels, puis nous, on va s'arranger pour les joindre aux griefs de principe devant la commission. Mais vous n'avez pas besoin vous-même de supporter le grief de principe. C'est juste en déposant les griefs individuels et c'est passer les griefs à travers le Ok, processus de donc grief on a rien de que spécial à finalement, faire. ça va. Non, vous n'avez rien de spécial à faire. Vous avez juste besoin de suivre le processus de grief régulier que vous faites tout le temps pour les griefs. Et nous, on va recevoir tous ces griefs de tous les éléments
Puis, notre équipe d'analystes est assez petite de toute façon. On n'est que 5, mais 6 maintenant. On n'est que 6. Et de toute façon, on va tous faire la même chose avec les griefs. On va faire les renvois des griefs qu'on va analyser, puis les griefs qu'on voit qu'on pense qu'on peut avoir gain de cause. On va faire le renvoi de ces griefs à la commission, puis on va demander qu'ils soient liés aux griefs de principe qui sont déjà devant la commission. OK, super. C'était juste, je voulais savoir s'il y avait quelque chose de particulier, mais OK, c'est correct. Merci beaucoup. Merci, Ok. Frédéric. Et là, il nous reste donc 4-5 minutes. Alors, Jean, c'est vous qui allez poser la dernière question. Puis ensuite, on va mettre fin au webinaire. Allez-y, Jean. Vous pouvez cliquer sur votre microphone ou on peut passer. Oui, allez-y. Activé, merci. Oui. Ok. Donc, j'ai 2 petits points. Pour répondre à Frédéric, qu'est-ce qui avait été demandé, Lisa? C'est qu'on a reçu des messages, moi, en tant que VPR, c'est sûr que j'étais au niveau un officier national, là, mais c'était d'envoyer des exemples au niveau du premier palier des situations concernant le 699. Donc, je suggère à Frédéric de l'envoyer à l'élément, à son VPR ou à Yvon Barrière au Québec, VPAR, ou à son président national pour qu'il vous fasse suivre cette information-là. C'est ça qui avait été demandé. L'autre question que je dois vous demander, puis juste pour ne pas faire de fausses impressions aux gens qui sont en écoute ce soir, c'est sûr que le processus d'arbitrage, c'est un long processus. Oui, merci. Est-ce que vous pensez avoir une réponse d'ici les prochains 6 mois suite à l'audition, à l'arbitrage pour le congé 699, ou vous pensez que ça va être vraiment plus long avant d'avoir des réponses? Est-ce que vous parlez des réponses de l'employeur quant au grief de principe qu'on a déposé en décembre, ou vous parlez je parle de l'arbitrage. pour De l'arbitrage, oui. Moi, je dirais qu'il y a une très, très, très petite chance d'avoir une audience d'ici 6 mois. Comme vous le savez, l'attente de la commission pour avoir des dates d'audience est très longue. D'habitude, c'est moins long pour les griefs de principe, comme des situations comme ça, vu que d'habitude, les audiences durent qu'une journée. Moi, je sais que j'ai fait la représentation devant la commission plusieurs fois pour des griefs de principe. D'habitude, l'audience va durer que 4 ou 5 heures, tandis que on a des griefs de congédiement ou de discrimination qui peuvent durer 5, 6, 7 jours des fois. Mais même avec la courte durée de l'audience, je dirais qu'on va au moins attendre 1 an. Excellent. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je suggère? C'est qu'à toutes les personnes sur l'appel ce soir, aussitôt que vous avez des cas de refus 699, les envoyer, au pire aller à la FPC et Section nationale pour que vous receviez ces informations-là pour nous aider à gagner cette cause-là. Merci beaucoup, Lisa. Merci pour ces informations. Merci beaucoup, Jean. Ben, je pense qu'avec ça, Lisa, ça va te donner le temps de prendre un petit verre d'eau avant de passer à ta prochaine réunion. Alors, je voulais te remercier pour la présentation. Je pense que les gens apprécient. J'ai beaucoup de commentaires disant que ça a été apprécié. Alors, merci, Lisa. Merci, Stéphanie, de nous avoir donné un coup de main. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir assisté. Je vous envoie dans le... je vous envoyais aussi... un lien vous remerciant. Vous allez répondre. Il y a un petit sondage qui va vous apparaître lorsque vous allez quitter le webinaire. Merci d'y répondre. Ça nous aide à améliorer les formations et les webinaires. Merci à nouveau à tout le monde. Merci, Lisa. Puis moi, merci à vous, Pierre. Merci à vous tous, les membres. Merci pour vos questions et merci de votre participation. Parfait. Alors, on met fin au webinaire. Je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne soirée. Au revoir. Également.